Bonjour à tous et bienvenue sur le Dazibao en bref. Désormais, chaque épisode du podcast sera accompagné de sa version abrégée pour les auditeurs pressés. En moins de 30 minutes, mes invités se prêteront à l'exercice compliqué du résumé et de la concision. Et pour ceux qui souhaiteront poursuivre la découverte du sujet de recherche de mon invité, je vous invite à écouter la version longue de cet épisode sur le site internet du Dazibao et sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao en bref. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Florian Maton pour discuter de son mémoire de Master 1 en affaires publiques enjeux de la globalisation dans le cadre du séminaire Idéologie et formes de la brutalisation. Son travail s'intitule Implications et conséquences dans le réel de l'existence du francocide, une pseudo-théorie politique d'extrême droite oscillant entre faits empiriquement contestés et objets sociaux réels et signifiants. Florian a réalisé son travail sous la direction du professeur Emmanuel Taïeb et a remporté le prix spécial du jury du prix du mémoire de Sciences Po Lyon 2025. Bonjour Florian. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi pour cet épisode du Dazibao en bref. Donc le grand frère de cet épisode est déjà disponible sur le site internet du Dazibao. Tu as été briefé sur l'exercice. On veut presque tout savoir sur ton travail. Voilà les grandes questions que tu t'es posées, les premières conclusions, les grandes conclusions que tu en as tirées dans ton mémoire. Et donc je te laisse le micro et on t'écoute avec grande attention. Dans mon mémoire, donc je parle effectivement du francocide. Globalement, c'est quand un Français est tué par un étranger. Et ce qui m'a amené à travailler sur cette question-là, donc d'un fait qui empiriquement ne renvoie à rien, mais qui quand même a une influence dans le réel, c'est en fait de s'intéresser au rôle social que peut avoir la langue. Donc c'est dire que les mots, ils vont pas simplement servir à décrire le monde, mais qui vont aussi contribuer à fabriquer le monde. C'est voir que quand Zemmour parle de francocide à la télé, on peut se dire, on sait ce que veut dire le mot, mais on va pas s'intéresser à sa signification, mais plutôt à ce qu'il va produire comme effet dans le réel. Donc en fait, étudier ce lien qui existe entre langue et réalité. Comment est-ce qu'un mot peut créer un objet social ? Pourquoi est-ce que certains mots réussissent à circuler et pas d'autres ? Et donc la question clé du mémoire, en fait, elle est simple, c'est quelle réalité le francocide produit-il dans le monde social, même si les réalités sont fantasmées, imaginées ou déformées, ça reste des réalités quand même. Donc dans mon mémoire, là je vais suivre la chronologie de mon mémoire, j'ai un peu découpé ça en deux parties. Premièrement, voir le francocide comme un objet social, et deuxièmement, analyser le francocide en tant que fait. Et donc, si on le voit comme objet social, on peut souligner le rôle de la performativité dans le rôle de la langue. Et en fait, c'est dire que le point de départ, en fait, c'est que le francocide, c'est pas un mot qui est inventé au hasard. C'est une formule politique qui est performative. Historiquement, si on retrace la généalogie du francocide, on voit que c'est un terme qui naît au Québec et qui naît comme un adjectif. Il désigne quelque chose qui va symboliquement tuer ou détruire la culture française, notamment la langue française. L'innovation, elle arrive en France par la fachosphère et par Zemmour, dans le fait qu'on passe d'un adjectif à un nom, où l'adjectif qui n'a pas d'existence autonome va se transformer en un nom qui va référer à un objet du monde social. Et donc s'il réfère à un objet du monde social, ça implique de fait que cet objet-là existe. Qu'il soit imaginé ou non, c'est un objet qui existe quand même et qui s'imprime dans nos représentations mentales. Il y a un fonctionnement performatif où nommer l'objet contribue à le faire exister. Et Zemmour, lui, se revendique du féminicide, et il va dire, comme les féministes, elles ont pris un fait social, elles l'ont nommé, et ça l'a figé, ça a cristallisé des enjeux politiques qui font que le féminicide, aujourd'hui, ça réfère à un objet social. Donc c'est la même chose pour le francocide. C'est dire que c'est pas un fait divers, c'est un fait politique, et ce fait politique-là, c'est un francocide. Ça, c'est une déclaration performative. Dire le mot francocide, c'est produire un effet. Mais si on s'intéresse vraiment, et si on remonte vraiment la généalogie de Zemmour, en fait, il y a une ambivalence entre l'homicide du français, non, francocide, homicide du français, et le génocide. Et si on remonte aux traces dans la fachosphère des premières occurrences du francocide, on voit que c'est en lien avec le génocide européen. Donc c'est une espèce de contre-colonisation, une espèce de grand remplacement qui en gros dirait les anciens colonisés viennent se venger et viennent tuer les Français. Donc il n'y a pas un grand remplacement par migration,
comme le dit Camus, mais il y a un grand remplacement par génocide, par ethnocide. C'est là où je fais le lien dans le deuxième chapitre avec l'imaginaire du grand remplacement. C'est de dire qu'en fait, le francocide, même si c'est un mot qui est nouveau, en fait, c'est un avatar nouveau de quelque chose qui est plus ancien, de l'imaginaire ancien de l'extrême droite. C'est l'imaginaire du déclin, l'imaginaire de la disparition. Il y a un dualisme entre les Français et les étrangers, entre le nous et le eux, l'Orient, l'Occident, les chrétiens, l'islam, et ça fait directement référence à cette prophétie de la décadence des réactionnaires, et il y a une espèce de récit de guerre de civilisation en fait qui se dessine. Le francocide, c'est un des alias du grand remplacement, même s'il n'est pas exactement comme lui, c'est une version génocidaire où le remplacement il n'est pas démographique, mais il est meurtrier. Donc là, on va récupérer et dramatiser certains faits divers et en faire des preuves. On prend des drames isolés et on en fait des preuves. On fournit une grille de lecture systémique pour les auditeurs. Donc là, le fait divers, il sort de son contexte et il se réinscrit là dans un récit civilisationnel. Donc c'est en fait la preuve de l'insécurité ethnique qu'il y a en France, de quand on est blanc, on est face à des faits systémiques, exemple le francocide. Et ça, c'est en lien avec le style de Zemmour, en fait, où c'est un style presque fabuliste, en fait, où en fait il va prendre des petites anecdotes, des petits faits, et il va en tirer des grandes vérités générales sur le monde social. Dans la troisième partie, je parle du rôle médiatique et de la mise en acceptabilité du terme du francocide. Et donc c'est dire que au final, un mot, il existe vraiment que s'il circule. Si on est tout seul dans notre coin et qu'on invente un mot, en tant que formule, c'est pas un mot qui a une importance sur le monde social. Donc il faut réunir les caractéristiques sociales nécessaires pour faire exister un mot. Donc si on prend le cas du francocide, on va un peu le simplifier, mais la dynamique c'est la suivante. Le mot il émerge dans les marges radicales, donc dans des blocs identitaires, type riposte laïque. Il va être récupéré par des acteurs politiques. Ici c'est Zemmour qui va l'extraire de cette marge. Il va l'intégrer dans un écosystème médiatique qui va le répéter, CNews, RMC, le répéter parfois sans le remettre en question. Ça va être récupéré par les réseaux sociaux, ça va créer de l'engagement, des hashtags, des mèmes, des vidéos TikTok, Insta. Et ensuite, ça va être repris par la presse généraliste qui, le plus souvent, critique le mot, mais qui finit quand même par l'inscrire dans l'agenda médiatique. Donc à ce moment-là, le mot devient une formule. Le mot devient une évidence. C'est un mot dont le sens va de soi. On n'a même plus besoin de le définir. Ce figement-là, cette cristallisation autour d'un mot, en fait, ça produit un espèce de piège linguistique parce que même quand on contredit le francocide, on participe à le diffuser. Donc on le stabilise et symboliquement, on le rend réel, on l'ancre dans le réel. Donc même si c'est une pseudo-théorie d'extrême droite, elle a quand même des effets dans le monde réel. Et c'est ce que Zemmour recherche, il veut créer un slogan qui soit à la fois facile à répéter et difficile à critiquer. Et dans cette acceptabilisation-là, il y a évidemment un rôle de la presse et un rôle des acteurs. On peut le voir de différentes manières. Soit on le voit comme un rôle miroir, où en fait les journalistes ne sont pas en dehors du monde social. Donc si on a un monde social qui est favorable à l'émergence du francocide, dans le monde journalistique, on va l'avoir aussi. Soit on voit aussi le rôle politique, donc des acteurs comme Zemmour qui ont tout intérêt à promouvoir cette vision du monde, ou soit un rôle médiatique, des individus comme Bolloré, qui à la fois a un enjeu politique, lui aussi il veut diffuser une vision conservatrice ou hyper conservatrice du monde social, mais aussi une vision commerciale. C'est-à-dire que ça crée de l'engagement, ça crée de la visibilité, ça crée de l'engagement. Donc à ce moment-là, c'est utile commercialement de populariser des tels mots parce que ça va créer du débat, ça va créer une meilleure audience. Donc cette acceptabilisation du francocide, la manière dont c'est rendu acceptable, ça ne repose pas sur la nature même du mot ou la nature du processus, ça repose sur un travail conscient des acteurs politiques et des acteurs médiatiques. Donc l'acceptabilisation, ce n'est pas un processus en soi, mais il faut plutôt le voir comme une mise en acceptabilité. Il y a un rôle conscient de certains acteurs dont le rôle explicite est de mettre en avant cet objet social et de l'intégrer comme étant un fait. Et c'est là où on glisse dans la deuxième grande partie de ce mémoire, avec les chapitres 4 et 5, où on étudie le francocide comme étant un fait social. Donc dans le chapitre 4, l'idée c'est de voir que en fait, catégoriser académiquement le francocide, c'est un peu une impasse. C'est tomber dans un piège. C'était pas mon postulat de départ, mais ça s'est plus imposé à moi, c'est que toutes ces catégories-là, faits divers, faits social, faits de société, faits politiques, c'est pas des catégories qui vont décrire, mais plutôt qui vont faire ou construire le réel. Si on prend le cas du fait divers, c'est pas
en soi un fait divers. Le fait divers, c'est pas un type de fait qui existerait naturellement, c'est une catégorie journalistique qui désigne ce qui appartient à la rubrique fait divers. Donc, si on raconte l'événement autrement, si on le raconte pas comme étant un fait divers, mais qu'on le politise, ça en fait un fait politisé ou un fait politique. Donc, au final, définir le francocide comme étant un fait divers ou un fait politique, ça n'a pas trop de sens. On pourrait le définir comme un fait divers politisé, parce que c'est ce que font les soutiens de Zemmour, ils politisent un fait divers, mais ça reviendrait à en faire un fait politique, dans le sens où tout fait sociable est politisable. Il n'y a aucun fait qui en soi est divers ou est politique. Donc la catégorisation, au fond, c'est une impasse. Dire que c'est un fait divers, ça nie la dimension et l'investissement politique dans la production, mais dire que c'est un fait politique, ça ne va pas non plus, parce qu'en fait, ça accrédite la vision du monde qu'a Zemmour, et de dire que ça ferait système. Donc catégoriser le fait francocide, c'est une impasse à la fois théorique et idéologique. Donc, bien évidemment, là, tu fais référence à la récupération qu'il y a eu autour de Samuel Paty, l'affaire de la petite Lola et les attaques au couteau à Annecy, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est en fait dire que, si on se base d'un point de vue académique, en fait, c'est dur de dire est-ce que ça c'est un fait divers, est-ce que c'est un fait politique, est-ce que c'est un fait social, et qu'au final, ça nous mène nulle part. Et donc dans le dernier chapitre, j'analyse la manière dont le francocide, en fait, on peut le voir de manière très pragmatique, on peut le voir comme une allégorie du style de Zemmour, et l'allégorie de sa rhétorique politicienne, de dire que c'est une bonne porte d'entrée pour comprendre le style Zemmour. Donc on l'a déjà dit, le style est un peu fabuliste, donc en gros, où Zemmour va raconter des petites histoires dramatisées, donc tirées de faits qu'il a vus dans la presse, et qui va en tirer des grandes leçons de morale générale. Donc c'est un fonctionnement qui est proche de la fable, où on a une petite intrigue, et on a une conclusion surplombante qui est complètement à visée morale en fait, qui va essentialiser le danger qui guette les Français. Et donc cette vision-là du monde, elle est totalisante, elle est globalisante, et elle est aussi téléologique, où il y a un dualisme toujours entre Occident, Orient, chrétienté, islam, en fait entre eux et nous. Chaque fait divers, chaque fait tiré de la presse devient un indice ou une preuve d'une menace sur la civilisation. Donc c'est une narration qui va désocialiser les faits, qui va les vider de leur dimension sociale, qui va leur donner un côté inné, immanent et naturel, mais qui va complètement vider toutes les circonstances sociales. Donc ça va naturaliser la question de la violence, et ça va participer à un style d'outrance et un style de surenchère qui va le distinguer de Marine Le Pen. Zemmour, il faut bien comprendre qu'au moment où il parle du francocide, il va émerger en concurrence directe dans son espace d'extrême droite avec Marine Le Pen. Et pour se distinguer de sa stratégie de dédiabolisation, ce qu'il va trouver, c'est de parler avec un langage beaucoup plus violent, beaucoup plus cru, beaucoup plus à droite et beaucoup plus assumé. Et de ce point de vue-là, le francocide, c'est une allégorie intéressante, donc on peut relier à la logique de la fenêtre d'Overton, même si, à titre personnel, je pense qu'elle est inopérante pour comprendre le monde social, mais elle est utile pour comprendre les stratégies des acteurs. Zemmour, il se dit vraiment qu'il va le faire pour cette stratégie-là. Et donc, il va déplacer la frontière du disciple, et il va imposer ses termes outranciers à lui pour essayer de normaliser son imaginaire génocidaire fictif, en fait. Et cette stratégie-là, elle vise à trianguler Marine Le Pen et la marginaliser en la dépassant par sa droite sur ses propres termes. Et au final, ça fait un bon pont avec ce qu'est maintenant Éric Zemmour, c'est dire que sa radicalité, c'est aussi sa faiblesse. Ça le marginalise aussi au sein de son propre camp, et on l'a vu aux dernières présidentielles, ça finit avec 7%. Donc médiatiquement c'est porteur, mais politiquement ça peut porter question, où le mot est trop violent pour le RN et il l'a utilisé pour s'en démarquer, mais au final c'est le RN qui a accédé au second tour et qui est plus porteur politiquement. Ok, une stratégie qui n'a pas du tout fonctionné du coup. Non. Ok, super. Et heureusement. Oui, heureusement. Super, merci beaucoup pour ce petit résumé de ton travail donc de Master 1, je le rappelle, donc qui a obtenu le prix spécial du jury du prix du mémoire de Sciences Po Lyon en 2025. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Est-ce que tu continues la recherche? Tu en es où dans ton parcours universitaire? Alors en ce moment, je suis en Master 2 à l'Université Paris 1, donc dans un Master de recherche en sciences politiques. Et donc pendant mon premier semestre, j'ai des cours, et mon deuxième semestre est banalisé pour l'écriture d'un mémoire. Et du coup, je me relance dans l'écriture d'un mémoire sur les récits du futur proposés par l'extrême droite. Parce qu'on se pose beaucoup la question de comment est-ce que l'extrême droite voit le passé, et un peu moins comment est-ce qu'elle voit le futur.
Donc je vais un peu m'intéresser à cette question-là. Ok, et donc bien évidemment, tu reviendras sur le Dazibao pour nous en parler. La fille, je place mes pions déjà, évidemment. Ok, donc c'est un rendez-vous qui est pris. Merci beaucoup Florian pour tout ça. Et puis je le rappelle encore une fois aux auditeurs, si vous voulez en apprendre plus sur le travail de Florian Maton, et ben, rendez-vous sur le site internet du Dazibao où il y a l'épisode traditionnel qui dure bien longtemps et qui vous dit plein de choses très en détail sur le travail de Florian. Voilà, merci beaucoup Florian, à bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. À bientôt. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it.